Je pense que même sur la forme, on a dit que ce dialogue qui se passe à Diamniadio aujourd'hui, lundi et demain mardi, c'est ce dialogue-là qui devrait donner les clés qui vont dénouer la situation. Manifestement, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a un raidissement des positions. Chacun de son côté tire et c'est un jeu de dupes ou bien un jeu dans lequel chacun tire de son côté et qu'on va vers une impasse. Le président de la République qui a insisté sur le fait qu'il voulait rencontrer l'ensemble des forces vives pour pouvoir trouver une solution de sortie de crise. Aujourd'hui, on parle de l'ensemble des forces vives, mais en réalité, 16 candidats ne sont pas présents. Et quand on a suivi le dialogue, nous avons aussi constaté que la plupart des personnes présentes ne sont pas favorables à l'idée de trouver une date sans pour autant reprendre la procédure. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être optimiste sur un fait que l'élection puisse se tenir avant le 2 avril? Malheureusement, on a très peu de raisons d'être optimiste. Tout laisse à croire que le président de la République, comme il l'avait dit lors de son entretien avec la presse, tout laisse croire qu'il n'a pas l'intention d'organiser une présidentielle avant le 2 avril. Il a laissé planer la possibilité de rester au pouvoir, même s'il dit que sa mission est terminée, mais il a laissé planer la possibilité de rester au pouvoir après le 2 avril. Et que ce seraient les dialogueurs, si je peux m'exprimer ainsi, ceux qui se réunissent actuellement à Diamniadio, qui vont lui donner la clé, la possibilité de rester au pouvoir après le 2 avril 2024. Ce serait une situation inédite. De l'autre côté, l'opposition a clairement indiqué qu'après le 2 avril, le président ne serait plus président de la République ou bien ne serait plus un président légitime, comme le dit par ailleurs le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, dans ses considérants, avait clairement dit que le président, les autorités compétentes doivent organiser des élections et que dans les meilleurs délais et que les meilleurs délais ne doivent pas aller au-delà du 2 avril. Manifestement, le président de la République n'est pas dans ses dispositions pour organiser la présidentielle. Donc, on va vers une situation un peu compliquée si l'on constate que le dialogue, ce dialogue-là n'en est pas un. Parce que si deux camps sont opposés, l'autre camp refuse d'aller au dialogue sous prétexte. Et je pense que c'est à raison que le Conseil constitutionnel a déjà tranché et que le président de la République et ses soutiens aussi estiment qu'il faut dialoguer pour trouver une solution et que même si les autres candidats ne sont pas pour le dialogue, eux, ils vont tout faire pour donner au président de la République la latitude de choisir une date et d'organiser une présidentielle. Donc nous sommes en train de vivre une situation inédite au Sénégal. Nous sommes en train de vivre des heures graves au Sénégal. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes en pleine crise. Cependant, il a tenté de rassurer parce qu'au départ, il faut rappeler que c'était prévu que l'élection se tienne le 15 décembre. Mais on a entendu le président de la République parler d'une élection qui pourrait être organisée avant l'hivernage. Est-ce une manière de rassurer un peu ceux qui s'attendent à ce que ça soit organisé dans les meilleurs délais, comme on dit? Oui, je pense que c'est clair que l'élection doit pouvoir être organisée. Dans les meilleurs délais, quand le Conseil constitutionnel parle de meilleurs délais, il n'évoque pas un délai qui va au-delà du 2 avril. Parce que c'est ce même Conseil constitutionnel qui a clairement indiqué que le président ne peut pas diminuer son mandat, même d'un seul jour. Le président aussi ne peut pas augmenter son mandat. Les meilleurs délais du Conseil constitutionnel, c'est clair. Maintenant, dans l'entendement de beaucoup de partisans, dans leurs éléments de langage, ils disent que les meilleurs délais peuvent être au-delà du 2 avril. Et que certains avaient parlé de juin. Je pense que le président est en train de rejoindre les défenseurs de cette thèse. D'autres
même pousse l'analyse pour dire qu'ils peuvent aller même au-delà de juin, peut-être jusqu'au 15 décembre, comme il l'avait dit au préalable. Donc c'est clair que le président, actuellement, il est un peu dans une situation qui n'est pas du tout aisée, parce qu'au-delà du 2 avril, il sera plus président de la République, il sera plus président légitime. Comment il va vivre cette situation d'être à la tête d'un pays qui peut l'échapper, qui peut lui échapper, parce que c'est clair qu'un président de la République élu est foncièrement différent qu'un président de la République qui n'est pas du tout élu et qui est obligé de se rattraper sur un dialogue pour que ce dialogue légitimise en quelque sorte sa prolongation. Sur le fait qu'il puisse y avoir la possibilité qu'il reste au pouvoir jusqu'au-delà du 2 avril, ce serait à condition que dans les modalités proposées par ce dialogue, qu'il soit prévu que lui-même il reste au pouvoir. Mais il y a aussi d'autres possibilités, qu'il soit remplacé. Le principal problème, est est-ce que un dialogue peut prolonger le mandat d'un président de la République? Je pense que nous sommes dans un état de droit et que c'est la Constitution qui est la charte fondamentale. C'est la Constitution qui délimite le mandat du président de la République et que cette Constitution a dit que le président de la République ne peut pas être président de la République au-delà du 2 avril. Donc c'est clair. Est-ce qu'un dialogue, le dialogue, ce n'était pas une institution. On parle des vertus du dialogue, on applaudit. On parle de la possibilité de dialoguer, on applaudit. Mais je pense que le meilleur dialogue, c'était un dialogue entre les candidats. Les candidats qui ont été reconnus par le Conseil constitutionnel, et que ces candidats, peut-être, peuvent décider en conformité avec ce que veut le Conseil constitutionnel d'une élection, de la tenue d'une élection. Mais on ne peut pas laisser le Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel, et parallèlement décider à sa place. Je pense que ce serait une situation qui est un peu laborieuse, et que si on voit les têtes d'affiche, si on regarde les têtes d'affiche et autres dans ce dialogue, on sait que ce ne sont pas de grosses pointures, ce ne sont pas aussi des personnalités qui ont cette légitimité de proposer aux Sénégalais une date pour la présidentielle. J'ai un peu souri quand j'ai entendu le coup de gueule de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. Ousmane Ngom, c'est lui qui empêchait Macky Sall de marcher. Nous tous, nous nous rappelons l'arrêté Ousmane Ngom, c'est un arrêté qui interdisait, et qui jusqu'ici, qui interdit des manifestations en ville. On se rappelle en 2011, tout au long de ce processus électoral, avec la 3e candidature d'Abdoulaye Wade, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur. C'est avec lui que l'étudiant Mamadou Diop a été tué à la place de l'Obélisque. Je pense que si même Ousmane Ngom vient pour donner des injonctions à l'opposition, ça peut faire sourire et ça peut aussi être triste. Cette opposition, en l'occurrence le FC25, qui a préféré, disons, engager une politique de la chaise vide au cours de ce dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas leur être préjudiciable? Bon, je pense qu'au-delà de l'opposition, la date de l'élection est fondamentale. Vous vous rendez compte quand même, il y a Arsoun élection, ce ne sont pas des opposants. Il y a d'autres plateformes, des professeurs d'université, de la société civile, d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec l'opposition, mais qui luttent pour la démocratie, et qui luttent pour le respect de l'état de droit, et que pour le respect des décisions du Conseil constitutionnel. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, le président de la République est censé protéger la loi, est censé appliquer la loi. Je pense que même si l'opposition fait la politique de la chaise vide, comme vous l'appelez, cette politique a un soubassement juridique.
l'opposition n'est pas allée au-delà de ce que dit la Constitution. Le dialogue, ce n'est pas une institution, je le répète. Le dialogue, ce n'est pas un lieu pour décider des choses de la République. On peut dialoguer, Sénégal, pays de dialogue, on le dit depuis Abdou Diouf, mais ce n'est pas, on ne règle pas des choses à partir d'un dialogue. Il y a les lois, il faut les appliquer. C'est tout comme l'amnistie et autres. Je pense que le Sénégal est un pays de droit, on se veut une démocratie. Et certains disent que nous sommes une démocratie majeure. Donc il faut qu'on applique la loi. Il faut que les lois soient appliquées. S'il y a des fautifs, il faut que ces fautifs soient corrigés. Et je pense que c'est ce qui fait avancer un pays. Mais on ne peut pas faire avancer un pays sur des compromis, voire des compromissions surtout. Justement, le F-25 qui a préféré se rendre au niveau du Conseil constitutionnel pour déposer justement une requête, sachant que on nous le dit souvent, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé de recours, ils ont plutôt parlé de requête. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le requête puisse porter ses fruits? Je pense qu'en pareille occasion, c'est seule la justice qui peut nous sauver. L'élection a été reportée. Le Conseil constitutionnel s'est opposé à ce report en disant au président de la République que vous êtes incapable, vous n'avez pas les possibilités de reporter une élection. Vous n'avez pas les possibilités d'augmenter votre mandat comme vous n'en avez pas les possibilités de diminuer votre mandat en 2016, quand il s'agissait de diminuer le mandat de 7 à 5 ans. Ça, c'est clair. L'opposition, cette requête-là, elle est destinée au Conseil constitutionnel, parce que souvent, dans la décision du Conseil constitutionnel, certains reprochent au Conseil constitutionnel de ne pas aller trop loin, de vouloir peut-être ménager le président de la République. C'est-à-dire de ne pas lui dire clairement il faut organiser l'élection à telle date. Ça, souvent, il y a des juristes qui disent et qu'on peut l'accepter, que le Conseil constitutionnel pouvait aller plus loin en demandant au président de la République de tenir l'élection et de donner une date exacte. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu faire ça, il a voulu laisser au président une marge de manœuvre pour peut-être organiser l'élection, mais cette élection ne doit pas dépasser le 2 avril, parce qu'il ne peut pas augmenter son mandat. Donc, si je comprends bien la requête de l'opposition, excusez-moi, sur cette question, le président de la République semblait être ferme parce qu'il a tenu à préciser que le choix de la date de l'élection relève de son autorité. Ça veut dire qu'il pouvait choisir n'importe quelle date et l'opposition aujourd'hui qui n'est pas venue à répondre au dialogue aurait été obligée de se plier à sa décision sur un ton quand même menaçant. Oui, je pense que le Conseil constitutionnel a été très clair. Le président de la République doit organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Et dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant le 2 avril, date de la fin de son mandat. Parce qu'au-delà du 2 avril, le président de la République n'est plus président de la République légitime. Ça, c'est clair. Donc, c'est pourquoi il a convoqué ce dialogue pour discuter. Et je pense que si l'opposition était en mesure, dans sa logique, je ne les défends pas, mais dans leur logique, cette opposition soutient que le Conseil constitutionnel a déjà indiqué clairement ce qui doit se faire. Et c'est au président de la République de suivre les recommandations du Conseil constitutionnel. Donc, nous sommes dans une impasse. Chacun tire de son côté, mais le principal, il faut le dire, le principal fautif, c'est celui qui avait reporté la présidentielle. Après que le constitutionnel a clairement indiqué qu'il faut tenir la présidentielle et que lui-même avait décidé de la tenue de l'élection et qu'il a attendu la dernière minute, 10 heures avant le début de la campagne électorale, pour
pour reporter l'élection. Je pense qu'il est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes. Mais aujourd'hui, au-delà de l'opposition aussi, on a parlé tantôt de Aar Sunu Élection, qui sont encore une fois sortis pour demander une énième fois aux Sénégalais de venir se joindre à eux pour mener un combat. L'attitude aussi du Sénégalais lambda dans cette situation, parce qu'on les a vus depuis le début au devant de la scène pour les appeler à venir manifester, pour les appeler à des journées mortes. Mais jusque-là, peut-être celle de demain, on en saura un peu plus. Jusque-là, en tout cas, en ce qui concerne les journées mortes, c'est pas très suivi. Comment on peut analyser l'attitude aujourd'hui des Sénégalais par rapport aux appels de Aar Sunu Élection? Moi, je ne suis pas convaincu de leur manière de lutte. Une journée ville morte, je ne pense pas. Moi, si je me lève, je vais travailler. Et que les Sénégalais, souvent, ils sont dans l'informel. Est-ce qu'ils ont cette habitude d'aller observer des journées ville mortes? Ça aussi, c'est clair. Et puis, est-ce qu'il y a une véritable coordination entre les syndicats, entre tous les secteurs névralgiques de l'économie pour organiser cette journée ville morte? Parce que, bon, ils ont fait une conférence de presse, mais manifestement, beaucoup ne sont même pas au courant que demain, il y a une journée ville morte. Je pense que ça aussi, quand on lutte, peut-être il faut une jonction des forces pour pouvoir réussir une journée ville morte. Parce que ça, c'est quelque chose de très sérieux. Malheureusement, la communication ne passe pas. Malheureusement ou heureusement, c'est selon, la communication ne passe pas. Et qu'on va vers pratiquement un échec, parce que les gens ont d'autres chats à fouetter quand même. Même si on est tous d'accord que la démocratie se nourrit de contradictions, et la démocratie doit être protégée par les Sénégalais. Mais est-ce qu'il y a assez de pédagogie pour faire comprendre aux Sénégalais qu'une journée ville morte peut servir à grand chose dans un contexte bien déterminé, dans un contexte de manque? Il y a des Sénégalais, s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Est-ce que ça vaut le sacrifice? Tout ça, je pense que c'est pourquoi il faut, dans la lutte, essayer d'avoir de la pédagogie, d'approcher les gens, d'essayer d'expliquer pour que ça puisse marcher. Mais moi, je ne crois pas du tout aux vertus d'une journée ville morte. Ça peut ne pas être partagé par beaucoup, mais moi je ne crois pas à l'efficacité d'une telle lutte. Même les autres formes de lutte. Aujourd'hui, si on regroupe les deux, si on fait une jonction entre la stratégie de Aar Sunu Élection et celle de FC25, parfois on a l'impression aussi qu'ils n'harmonisent pas, et ça pourrait aussi affaiblir, je pense, leur force, parce qu'aujourd'hui, s'ils organisent en parallèle des activités, et souvent c'est le cas, ils organisent en parallèle des activités sur différents points de rassemblement, et on a du mal à voir exactement cet engouement-là qu'ils voudraient avoir en réalité. Donc, peut-être qu'ils sont présents, mais est-ce qu'en réalité, le Sénégalais lambda ne s'est pas au fil des jours lassé de cette situation et a finalement décidé de ne plus participer au combat? Je pense que c'est clair que les deux entités sont différentes. Aar Sunu Élection est composé de membres de la société civile. Il n'y a pas forcément des hommes politiques, donc les agendas sont différents. Peut-être les motivations aussi peuvent être différentes. Les personnalités et tout, les profils des uns et des autres sont différents. Et que je pense qu'à raison, cette entité qui est Aar Sénégal ne veut pas aussi être à la limite crétinisé par les hommes politiques. Si les hommes politiques, s'ils sont avec eux, souvent ils peuvent dévoyer leur lutte. C'est qu'en homme politique, ils sont très forts en récupération, et que c'est eux-mêmes qui sont les plus visibles, les plus audibles. Ils peuvent récupérer leur lutte. Je pense que c'est pourquoi ils ont tout fait pour garder leur spécificité, pour garder leur orientation par rapport à ce qui se fait. Mais il est clair que, comme ce qui s'est passé en 2011, il peut arriver un moment
où les hommes politiques, la société civile et tous les secteurs, il peut arriver un moment qu'ils fassent un bloc pour lutter pour une cause bien déterminée. Mais à ce moment, la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, maintenant, chacun lutte parallèlement. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'engouement, que ça peut faire l'affaire du président de la République et du pouvoir, mais pour un moment bien déterminé. Parce qu'au-delà des entités organisées, au-delà des cercles organisés, il y a le Sénégalais lambda qui n'est pas homme politique, qui n'a pas de militant, qui n'a pas de parti politique, qui ne fait pas partie de la société civile, mais qui peut être chez lui, cette majorité silencieuse dont on évoque souvent, qui peut être chez lui et peut réagir à tout moment. Comme ce qui se fait souvent, il y a des Sénégalais qui sortent dans les rues et qui ne sont même pas de l'opposition ou de la société civile. Mais ils sont peut-être en colère et peuvent déverser leur colère dans les rues. Ce qui s'est fait en mars 2021 avec beaucoup de dégâts, malheureusement, ce qui s'est fait en juin 2023 avec beaucoup de dégâts, et récemment, ce qui s'est fait et ce qui a causé la mort de trois Sénégalais qui ont été tués lors des manifestations, ce qui est tout à fait déplorable et terrible dans un état de droit comme le Sénégal. Mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, ils auraient quand même dû partir à ce dialogue afin de partager avec le président de la République leurs propositions? De ce fait, ils auraient pu dire qu'au moins ils ont fait des propositions. Mais aujourd'hui, ne pas participer à ce dialogue et laisser ces personnes qui sont présentes faire des propositions et que par la suite, qui pourraient être des propositions qui ne les arrangeraient pas, est-ce que c'est une bonne idée en fin de compte? Bon, je suis pas leur porte-parole, mais je parle de leurs arguments. Je constate ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire eux, ils affirment qu'ils ne peuvent pas aller au dialogue avec des candidats qui se disent spoliés. Même si le terme spoliation, je pense que le français est très clair et net, ça peut signifier se dessaisir, c'est-à-dire c'est le Conseil constitutionnel qui les a arrachés quelque chose leur bien, quelque chose comme ça. Donc, si eux sont autour d'une table avec les candidats spoliés, ils ne vont pas s'entendre. Parce que beaucoup de candidats spoliés, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de candidats spoliés estiment que tout le processus électoral doit être repris. Tout le processus électoral doit être repris. Et eux, les candidats déclarés, qui ont été reconnus par le Conseil constitutionnel, veulent une élection ici et maintenant, dans les meilleurs délais, comme le dit le Conseil constitutionnel. Donc, ce sont des positions qui ne peuvent pas être réconciliées. C'est pourquoi, eux, dans leur entendement, le dialogue n'est pas utile et que le président pouvait dialoguer avec eux pour fixer une date, peut-être, entre eux, ils peuvent dialoguer pour avoir une date, pour avoir un compromis et pas de compromission. Et que dans leur entendement, cette date ne doit pas dépasser le 2 avril. Et si on suit bien le président de la République, on ne peut pas organiser une élection avant le 2 avril. Donc c'est pourquoi ils se disent que ce n'est pas la peine d'aller au dialogue. Ils campent sur leur position, ils font une requête en demandant au Conseil constitutionnel de dire au président de la République, de réaffirmer au président de la République qu'il doit organiser l'élection et que l'élection, au-delà du 2 avril, il n'est plus président de la République. Maintenant, à l'issue de ce dialogue, si une date est choisie, même avant le 2 avril, sachant que ça pourrait aussi amener à cette situation-là où, au-delà du 2 avril, qu'on puisse avoir encore le président Macky Sall au pouvoir, et que cette proposition soit faite au Conseil constitutionnel qui la confirme, c'est-à-dire que la date sera confirmée, que ça soit avant ou après le 2 avril,
supposons que ce soit le 2 avril, mais qu'au-delà du 2 avril, nous allons rester avec le président Macky Sall. Pensez-vous, quelle, disons, posture pensez-vous que cette opposition-là aujourd'hui, qui n'a pas été là pour faire des propositions, pourrait prendre, pourrait avoir? Bon, ça, je pense qu'ils vont répondre à la question. Mais ce qui est clair... Bon, parce que déjà, hier, nous avons eu un entretien, M. Mohamedou Lamine Diallo. Lui, quand même, il avoue que quelle que soit la décision que va prendre le Conseil constitutionnel, il va s'y plier. J'ai entendu un autre candidat le dire aujourd'hui, mais est-ce le cas pour l'ensemble des 16 candidats aujourd'hui? Je pense qu'ici, c'est le Conseil constitutionnel qui valide. Beaucoup d'entre eux vont accepter. Mais je ne pense pas que le Conseil constitutionnel valide une telle proposition. Parce que la proposition, c'est le Conseil constitutionnel qui a demandé au président de la République d'organiser, aux autorités compétentes, pour reprendre leur mot, d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Et que les meilleurs délais, et que le mandat du président de la République ne peut pas être prolongé. Donc on ne peut pas ne pas appliquer ça et aller juste proposer au Conseil constitutionnel une autre date. Je pense que je trouverais ça un peu contradictoire. Et que je ne pense pas que le Conseil constitutionnel accepte une injonction venue d'un dialogue de Salam Alek et autres, même si le président de la République était là. Et que même ce dialogue ne concernait pas les principaux protagonistes, c'est-à-dire les 16 candidats qui devaient aller à l'élection. Je pense que ça m'aurait vraiment surpris que le Conseil constitutionnel valide une proposition venant d'un dialogue. Car c'est ce même Conseil constitutionnel qui a demandé au président de la République, qui a dit au président de la République, vous ne pouvez pas reporter la présidentielle. Vous ne pouvez pas reporter la présidentielle et que le mandat, on n'y touche pas, c'est intangible. Donc, il y a une petite probabilité que le Conseil constitutionnel accepte des résolutions venues d'un dialogue, même si c'est un dialogue dit national. Je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, attendons de voir la suite. Justement, la suite du dialogue, ce sera demain. Et puis, nous verrons ce qui va en ressortir. Peut-être, juste avant de nous quitter, un mot sur l'université qui a rouvert ses portes ce mardi, qui va plutôt rouvrir ses portes ce mardi 26, après quand même quelques mois, ou même, disons, plusieurs mois de fermeture. Oui, c'est une bonne décision. Et une décision qui a été attendue depuis longtemps par les étudiants d'abord et par le corps professoral. L'université a été fermée après des violences, après des attaques au sein même de l'université. Même le CESTI a été attaqué. C'est à déplorer. Il y a eu toujours des tensions à l'université. L'université, c'est un monde aussi un peu bouillonnant. Ça a toujours existé, mais des manifestations qui tiennent comme ça l'université, ou bien des manifestants qui vont jusqu'à brûler des bus ou quelque chose comme ça. Bon, pour la bibliothèque, il y avait certaines exagérations. Et que même les autorités de l'université ont tenu à faire des précisions pour dire qu'il y a certaines exagérations, entre guillemets. Donc, mais on salue cette décision, mais on veut aussi que les autorités poursuivent leur logique et que ce serait mieux. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser... Le campus social ne peut pas continuer à être fermé. Parce que sans le campus social, les étudiants ne peuvent pas être dans de bonnes conditions parce qu'ils dorment là-bas, qu'ils mangent là-bas. Donc il faut tout ouvrir et que l'université revienne à la normale et que tout le monde soit calme, que ce pays soit calme, parce qu'on a tous besoin de calme, qu'on a tous besoin de sérénité, qu'on a besoin d'aller à l'élection, de tourner la page et de faire autre chose, parce que le Sénégal quand même a trop souffert de cette crise et que manifestement on va vers une crise qui peut être beaucoup plus grave si on y prend garde.
Et pour faire le lien rapidement, pensez-vous pas que ça augure une sortie de crise, sachant que lorsqu'on a fermé l'université, beaucoup pensaient que c'était justement pour anticiper sur de probables événements qui pourraient surgir à cause de l'élection présidentielle justement. Là, on rouvre l'université au moment où on n'a pas encore d'issue par rapport à ce problème. Est-ce que ça n'a pas un côté rassurant? Oui, ça peut rassurer, Comme les libérations en masse rassurent, parce que ça permet aussi un certain dénouement, une certaine décrispation de la situation. Ça peut rassurer, et je pense que des pas vont continuer à être posés, et que moi j'ai l'impression que le président, souvent il souffle le chaud et le froid, mais j'ai l'impression qu'il veut trouver une formule idéale pour partir calmement, tout en obtenant des garanties, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il cherche. Bon, comment il va le trouver? Est-ce qu'il sera maladroit? Est-ce qu'il va continuer à entretenir cette rivalité entre lui et l'opposition? Est-ce que l'opposition aussi va essayer de le comprendre? Je pense que ça, c'est une grosse interrogation. Mais nous, en tant que Sénégalais, nous souhaitons une décrispation totale. Nous souhaitons le retour à la normalité, parce qu'actuellement, nous ne sommes pas dans la normalité. Le pays vit au ralenti. Les gens souffrent, les gens sont fatigués. Et que nous sommes un pays très fragile. Le Sénégal est un pays très fragile. Si on connaît une certaine crise, les gens vont souffrir atrocement, les gens vont souffrir le martyre. Donc nous sommes obligés de nous arrêter et de voir les choses, la réalité en face. Voir la réalité en face, progresser, dépasser cette crise politique qui peut s'aggraver malheureusement, mais il faut qu'on la dépasse, il faut qu'on trouve une solution. Et que la solution peut venir du président de la République, qui n'est pas obligé, qui n'est pas du tout, qui ne doit pas être dans les dispositions d'une dualité entre lui et l'opposition. Il a fait son mandat, il a fait deux mandats, il a son bilan, il a fait beaucoup de choses. Il aurait dû améliorer certaines choses, c'est ça la vie, et qu'il peut partir tranquillement, un autre va venir et diriger le Sénégal. Je pense que c'est ainsi va le monde et ainsi va le Sénégal depuis son indépendance. Merci en tout cas Mame Gor Ngom d'être venu décrypter l'actualité politique de ce jour. Merci Ourey. Voilà, le programme se poursuit justement toujours dans le cadre de la bonne heure. Vous allez suivre juste après un entretien avec le sociologue Djiby Diakhaté pour parler justement du dialogue qui peine à s'imposer entre les acteurs politiques jadis perçus comme une vertu. Le dialogue est aujourd'hui sur la sellette. Le citoyen lambda a d'ailleurs forgé un néologisme dialogue pour marquer justement sa perte de confiance vis-à-vis des politiques. Cette situation de crise et de méfiance résulte plutôt d'une négligence de nos valeurs traditionnelles selon le sociologue Djiby Diakhaté, que vous allez retrouver juste après ces informations en entretien au micro de Ali Mangassa. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, toujours dans la bonne heure. Vous suivez la Global TV. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve donc demain. Merci beaucoup. Que la paix règne au Sénégal. Professeur, le dialogue a été toujours perçu comme une vertu au Sénégal. Notamment, nous savons que dans la société traditionnelle sénégalaise, lorsqu'il y avait des désaccords, on se réunissait autour de l'arbre pour essayer de résoudre le problème. En politique aussi, ça nous a valu quelques satisfactions. Pourquoi aujourd'hui cela est jeté aux orties? À chaque fois qu'un homme politique va au dialogue, on parle de deal. Qu'est-ce qui a changé